Allez, c'est parti pour la matinale gestion de fortune, investissement, conseil, profession CGP Patrimoine 24. Je suis avec Baptiste Bruno. Baptiste, bonjour. Bonjour Frédéric. Baptiste, vous êtes le directeur commercial de Corum. Votre actualité, on est ensemble parce que une de vos SCPI, Corum Origine, fête ses 10 ans. En effet. On est content pour vous. Ça a été 10 belles années. Ça s'est passé comment ? Ça a été 10 belles années, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. On s'est fixé un objectif en 2012 qui était de délivrer une performance de 6% pour les épargnants. Par an, et c'est ce qui a été fait. Et année donc, après année. Année après année, ça a été atteint et dépassé. Ouais. En 2021, la performance a été de 7,03%. Comment vous faites pour obtenir du 7% en 2021 ? On a une gestion raisonnable de cette SCPI. Ouais. On investit on collecte ce que nous sommes capables d'investir et ce que l'on fait depuis 2016 notamment. Et puis, on va investir partout en Europe. En zone euro exclusivement, donc sans pas de risque de change. Pas de risque de change, contrairement à Corum XL qui est sa petite sœur. Et on va investir dans plus de 13 pays sur tous les secteurs d'activité professionnelle. C'est important de gérer les flux parce que quand il y a du succès, il y a de plus en plus d'argent qui arrive, donc on est content. Mais après, cet argent, il faut l'employer. Il faut être capable de l'investir correctement. Quand on a trop d'argent, on finit par acheter un petit peu n'importe quoi. Combien d'encours sur un petit peu plus de 2,2 milliards. Ah oui, ça commence à faire C'est un véhicule assez important, c'est une SCPI assez grosse, tout en ayant à l'esprit que depuis 2016, sa collecte est limitée. D'accord. Donc on ferme un peu, on réduit la porte pour être sûr de garder la maîtrise sur... Exactement. Parce qu'une fois qu'on a effectivement ce qu'on disait encaissé, après, il faut l'investir. Il faut investir intelligemment. Exactement. Et notre gestion, elle est aussi opportuniste, elle l'est au niveau des acquisitions. C'est ce que je disais sur les pays, les différents pays européens, les différentes classes d'actifs, les différents secteurs. Mais on est aussi opportuniste à la cession, à la vente. Ouais, c'est-à-dire qu'en 2021, nous avons vendu pour un peu plus de 150 millions d'euros d'immeubles, ce qui nous a permis de dégager des plus-values. Donc c'est une très bonne nouvelle pour les épargnants, encore une fois. Mais après, il faut être capable de réinvestir une fois que vous avez distribué ces plus-values. Donc cela met une pression supplémentaire sur nos équipes d'investissement. Donc c'est aussi pour cette raison que nous limitons la Corum Origine s'investit un peu partout au sein de la zone euro. Il y a pas une subtilité, mais il y a un petit bénéfice fiscal quand même quand on est sur des SCPI européennes. Parce que l'impôt est déjà payé. Oui, alors c'est un avantage fiscal, même si ce n'est pas un produit de défiscalisation. Non, on est clair. Mais effectivement, Corum va payer un impôt pour le compte des épargnants dans chacun des pays où se situent des immeubles. D'accord. Et elle va verser un revenu net d'impôts étrangers aux épargnants. C'est un revenu que l'on distribue mensuellement, ça c'est une particularité. On parle de dividendes mensuels. Et avec le crédit d'impôt et le taux effectif, qui sont deux mécanismes qui permettent d'éviter la double imposition. Donc sur la partie... Donc c'est du 7% net. C'est du 7% net de frais de gestion et brut de fiscalité, puisque comme pour tout produit d'épargne, il y aura une fiscalité après qui va dépendre de chaque contribuable. Mais une grande partie de l'impôt aura déjà été payée. CSG ? Non. Et c'est là l'avantage fiscal, puisque les revenus fonciers étrangers ne subissent pas la CSG-CRDS, et donc les épargnants particuliers vont économiser 17,2% sur ces revenus. Ce qui est sensible. Caractéristique, chez Corum, vous avez créé votre propre enveloppe d'assurance vie. Oui, en effet. On a lancé notre compagnie d'assurance vie en 2020. Ouais. Le but, c'était de pouvoir proposer nos produits à l'intérieur d'un contrat. Donc, on va retrouver nos SCPI et nos fonds obligataires qui sont gérés depuis 2008. Et nos SCPI sont donc logés jusqu'à 55% pour apporter de la liquidité. Et la particularité dans ce contrat, on a parlé fiscalité juste avant, on a parlé SCPI. Donc ça voudrait dire que l'avantage fiscal, finalement, il serait dû à l'assureur qui est propriétaire des parts. Là, on a fait le choix, l'année dernière, de rendre cet avantage fiscal. Donc le 7,03% qu'on évoquait tout à l'heure, c'est bel et bien ce qui a été perçu par les épargnants dans Corum Life, qui est le contrat d'assurance vie. Baptiste, quand je préparais cet entretien, je suis allé sur votre site et alors j'ai découvert, et je l'ignorais et je pense ne pas être le seul, que chez Corum, il y a une activité de gestion sur de l'obligataire. Oui, effectivement. Alors, c'est une activité de gestion qui est connu, ça. Alors, ça existe depuis quand ? C'est pas connu du grand public. Ça existe depuis 2008. Donc, c'est une activité qui est plus ancienne que la partie immobilière. Simplement qu'elle était destinée à des investisseurs institutionnels, français et européens. Mais c'est quelque chose qui existe depuis bien longtemps. On gère un petit peu plus d'1 milliard d'euros sur cette classe d'actifs. Et on a la particularité d'avoir des gérants qui étaient là, on va dire, aux prémices du marché obligataire à haut rendement, qui le connaissent parfaitement et qui ont traversé un certain nombre de crises avec succès. Baptiste, je ne veux pas être désagréable, mais là, les taux remontent. Est-ce que c'est le moment d'avoir de l'obligataire en portefeuille ? Ça dépend de
quoi est constitué vos portefeuilles, de quoi sont constitués vos portefeuilles. Il s'avère que dans BCO, donc pour Butler Credit Opportunities, ça c'est le nom du fonds. C'est le nom, le fonds, c'est le quorum origine de nos gérants obligataires, puisqu'il a été lancé en 2009. Il a toujours eu une performance positive malgré le contexte, y compris en 2020. Et en fait, c'est un fonds qui a la capacité de réagir très vite. C'est-à-dire qu'il n'a pas l'obligation d'acheter des obligations d'entreprise à haut rendement et de les garder jusqu'à la fin. Une gestion qui peut être assez tactique, c'est ça? Exactement, une gestion assez tactique. Ils vont être assez réactifs et ils vont pouvoir être, par exemple, très liquides, donc avoir beaucoup de cash quand les marchés sont assez incertains ou quand il y a une forte volatilité, et au contraire, réinvestir, ce qui a permis à ce fonds BCO de délivrer une performance positive également en 2020 et quasiment 4% en 2021. Ce fonds BCO, c'est un produit que vous poussez auprès de vos partenaires CGP? Alors, on le pousse dans notre contrat d'assurance vie. Avec nos SCPI. Contrat d'assurance vie qui s'appelle Quorum Life. D'accord. Ok. Et donc c'est dans ce cadre-là que ce fonds est proposé. On le proposera également pour une souscription en direct, mais les épargnants ont tout intérêt à souscrire par l'intermédiaire de Quorum Life. C'est très clair. Baptiste, Bruno, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Allez, on continue la matinale. Je suis avec Marc et Thévenot. Marc, bonjour. Bonjour Frédéric. Marc, vous êtes le président de Trévidem. Trévidem, c'est une maison qui fait du démembrement. Absolument. On va revenir sur l'historique de Trévidem, mais d'abord, je ne vais pas être cruel, mais sur la place des compagnies qui font du démembrement, il y en a un certain nombre. Qu'est-ce qui fait que j'ai travaillé plutôt avec vous plutôt qu'avec un autre? Écoutez, on est une petite structure, on est créé depuis 2 ans, mais on n'est pas tant nouveau que ça, parce que depuis presque 10-15 ans, l'un des associés de Trévidem et peut-être travaille dans ce schéma ou dans cet environnement depuis presque l'origine du dispositif. D'accord. Donc il y a une expertise historique. Voilà, on peut dire qu'on connaît plutôt pas mal le produit dans lequel on intervient. D'accord. Et vous êtes une structure, je dirais, et c'est pas du tout péjoratif, plutôt artisanale. Absolument, nous sommes 3 associés, on est aujourd'hui 6. Notre volonté, c'est de produire du démembrement comme on l'aime et pas de courir après les dossiers pour faire du dossier. Absolument. Votre zone de jeu, votre terrain de jeu, il est régional ou il est France entière, là où le démembrement trouve sa place. Donc, on est très implanté en Auvergne-Rhône-Alpes, voilà, une région qu'on aime beaucoup. Mais on travaille en Île-de-France, voilà, sur la côte atlantique, en sud-est, partout où le démembrement trouve sa place. Trévidem, donc une maison qui a 2 ans, des associés qui pratiquent le démembrement depuis une dizaine d'années, donc vous avez une bonne vision. Qu'est-ce qui a changé sur ce marché du démembrement en 10 ans? Alors, il s'est largement démocratisé, ce qui est une bonne chose. C'est-à-dire qu'il est de plus en plus connu par les investisseurs privés et les CGP, donc qui le proposent à leurs clients. Revers de la médaille, si je puis dire, il s'est complexifié. C'est-à-dire, pourquoi? Pendant très longtemps, le produit démembré était assez standardisé. Vous aviez une durée, une décote en fonction de la durée. Aujourd'hui, vous allez avoir donc des durées qui sont parfois même inférieures à 15 ans quand vous allez sur le marché totalement libre. Vous allez avoir des avantages qui vont, j'allais dire, être différents en fonction que vous faites du social ou de l'intermédiaire. Donc, la durée, je pensais que c'était encadré, c'est à discrétion. Alors, c'est encadré dès lors que vous êtes dans un environnement social ou intermédiaire. Donc là, vous avez une durée minimale imposée par le législateur. En revanche, vous pouvez parfaitement faire sur du marché libre ce que vous voulez comme durée. Donc, ce qui est le cas par exemple en SCPI, où vous démembrez des parts de SCPI sur 8 ans, vous pouvez le faire pareil sur l'immobilier physique. D'accord. Et donc, les durées de démembrement ont évolué. Elles ont évolué. Il y a plus de technicité. Oui, il y a plus de technicité. Donc, c'est vrai que le démembrement est peut-être un peu plus difficilement compréhensible pour les CGP et leurs clients. Donc, il faut faire attention à l'offre qu'on va vous présenter, aux avantages que vous allez en voir en face de l'offre qu'on vous présente. Donc, voilà, il y a un petit travail de sélection. Alors que, historiquement, vous alliez sur du démembrement, vous saviez parfaitement comment tout ceci était monté et présenté à la clientèle. Donc aujourd'hui, il faut faire ce petit travail. Donc, est-ce que le fait qu'il y ait plus de demandes aujourd'hui, que les investisseurs connaissent ce produit, est-ce que ça veut dire que du coup, avant, il y avait moins de demandes, donc on pouvait être plus sélectif, et qu'aujourd'hui, comme il y a
plus de demandes, on prend un peu le tout venant? Bah, oui, il peut y avoir effectivement cette tentation. Vous pouvez avoir une offre qui parfois un peu, bon, je vais dire étrange. Ouais. Voilà, voilà. Il y a une multiplication des opérateurs, il ne faut pas se le cacher, vous l'avez dit, oui. Donc en préambule. Donc bon, il y a un sourcing, c'est le bataille de la guerre dans ce métier, et donc bon, ben voilà, des offres, des territoires où ça va s'étendre, des offres. Il y a du bon et il y a du moins bon. Voilà. Alors, question entre guillemets de vérité. Marc, vous travaillez ce marché depuis une dizaine d'années. Qu'est-ce qui fait la différence? À quoi on reconnaît une bonne opération, une belle opération? Et puis, qu'est-ce qui fait qu'il y a certaines opérations où vous dites, bah, on va laisser passer le train, c'est pas pour nous? Bon, si j'ose dire, la bonne opération, c'est celle qui va rencontrer son client. Hein. D'accord. Donc, bon, déjà. Je dis ça, ce que je veux dire par là, c'est ça va dépendre de la volonté en fait et l'objectif poursuivi par le client. Vous allez avoir des clients qui veulent absolument un produit patrimonial et donc ils vont aller en plein cœur de ville. Quand vous êtes dans les, je sais pas, en plein Paris, vous allez accepter d'avoir un prix, une offre, voilà, avec un rendement contraint. Vous allez avoir des clients qui vont rechercher une plus-value à terme et là, bah, vous allez vous rapprocher des décotes historiques standards. Est-ce qu'il faut courir derrière la décote la plus importante? Pas nécessairement. Il faut que la valeur de la pleine propriété de référence et la décote appliquée au produit, en fonction d'où il se trouve et de l'objectif recherché par le client, soient cohérents. C'est juste ça. Voilà. Et donc, là aussi, c'est un travail d'appréciation, de sélection des CGP. Donc, et notamment, surtout aussi des opérateurs, hein, donc dans la réalisation et dans la fabrication de leur offre, pour que les fondamentaux soient encore préservés, c'est-à-dire un emplacement qui soit cohérent par rapport au produit, une décote, un prix de référence de la pleine propriété qui soit là aussi en cohérence par rapport au marché, et une décote par rapport à ce qui se pratique dans la nue propriété, pour qu'à la fin, vous ayez une valeur en nue propriété qui soit cohérente et donc au bénéfice du client. Oui, parce qu'effectivement, on peut parfois avoir des prix de nue propriété attractifs, mais s'il y a une grosse... la nue propriété, disons que le prix de nue, il est ce qu'il est, mais ça va plus être dans le prix de référence qu'on va vous présenter, c'est-à-dire le prix de la plaine. Hein, vous allez trouver que c'est agressif, que le prix est bon, mais si vous avez 10 points de décote qui se baladent, si je puis dire... c'est clair. Donc, sélectivité, merci Marc d'avoir été avec nous. Je vous en prie, Frédéric. À bientôt. Un plaisir. Au revoir. Allez, on continue la matinale. Je suis avec Jérôme Lamarque. Jérôme, bonjour. Bonjour Frédéric. Jérôme, vous êtes le directeur commercial d'UAF Life Patrimoine. On est ensemble puisque votre actualité, c'est que vous mettez en avant une gamme de fonds ISR. Alors, je ne veux pas casser l'ambiance, Jérôme, mais l'ISR, tout le monde en fait. Oui, je vous l'accorde, c'est follement original de faire de l'ISR en 2022. La seule différence, c'est que c'est pas la première édition. En fait, c'est pas une gamme ISR, c'est une sélection. Parce que je regardais sur les versions absolues, qui est notre contrat phare. Ouais. Il y a 850 UC, il y a 650 OPC. Et il y a déjà sur ces 650 OPC, 50% des fonds qui sont soit SFDR 8, soit SFDR 9, les deux nouveaux labels européens, voilà, qui permettent de détecter quels sont les fonds. Il y a déjà 50% des fonds, donc à peu près 300 ou 400. C'est ça. Et vous, votre gamme, elle en compte combien ? Alors, cette sélection, c'est une cinquantaine de fonds. Justement, l'idée, c'est d'accompagner nos clients CGP pour... Ah oui, donc c'est assez sélectif. C'est très sélectif. Pour faire justement le 10%. Ah oui, c'est une sélection. L'idée, c'est une sélection de... Quels critères vous dites, ça c'est bon, on prend, ça on prend pas? Très simple. 3 étapes. Ouais. La première étape, assez classique, Kant. On n'a pris que des fonds qui avaient au moins 3 étoiles Morningstar, au moins 3 globes Morningstar, parce qu'effectivement, on est bien sur des fonds durables, et qui soient absolument SFDR 8 ou SFDR 9. Deuxième étape, on a regardé la performance en absolu. C'est-à-dire que nous, on a regardé vraiment sur les dernières années, sur 3 ans, sur 5 ans, la performance, la vol, les max drawdown. Oui, il faut que ça délivre, parce que c'est important. Il y a 10 ans, quand on faisait un fonds ISR, on se dit, bon, c'est bien pour la planète, c'est bien pour la société, mais... Bon, puis si j'ai 0 ou 2%... Le troisième critère dans la méthodologie, c'est quoi? Et le troisième critère, on a regardé l'adéquation pour voir ce qui est écrit sur le prospectus. Ben, ça se retrouve dans l'allocation. Et autre chose, les controverses. C'est-à-dire qu'on regardait, est-ce que c'est pas trop exposé aux tests sur les animaux, aux OGM, voilà, un certain nombre de critères et effectivement ces informations qu'on donne au CGP. Okay. Et puis dernière étape intéressante. Allez. On l'a fait dans notre coin.
On a vu la quarantaine de sociétés, 30-40 sociétés de gestion qui sont sorties. On les a interrogées en disant, s'il y a un fonds qui doit faire partie de notre sélection, lequel voilà. Et en fait, ce qui était assez marrant, c'est que ça matchait. Ça convergeait. Ouais, tout à fait. Ok. Donc, on part d'un univers de 600-800 fonds, et puis on fait une sélection de 50, c'est le best-of, quoi. Ouais. En fait, dans cette sélection, il y a 3 branches, une gamme très classique, le fonds Action Monde, le fonds Action Europe, le fonds diversifié. Une deuxième sélection sur les thématiques, parce qu'il y a des choses à dire. Quel est le meilleur fonds haut, à notre sens? Quel est le meilleur fonds sur l'égalité homme-femme? Faut qu'on avance. Et donc? Et le dernier point, l'immobilier. Parce que c'est un point extrêmement important pour nous. Et il y a beaucoup d'initiatives sur l'immobilier. Et on a une petite dizaine de fonds, des SCPI, des SCI, des OPCI, qui méritent d'être dans cette sélection. Et qui sont estampillés, qui font partie de ces 50 fonds ISR. Exactement. D'accord. C'est un peu le cœur du portefeuille. L'immobilier, c'est... je crois qu'il y a un ancrage, un intérêt chez vous pour le private equity. Ça fait 10 ans qu'on promeut cette classe d'actifs. On est un des seuls intervenants sur le marché où vous pouvez faire des allocations jusqu'à 100% en immobilier. Un contrat d'assurance vie de droit français 100% immobilier, des SCPI, des OPCI, des SCI. Et puis, on aime beaucoup le non-coté. Ouais. Et en fait, on veut faire le même pari que celui qu'on a fait sur l'immobilier, sur le private equity. Donc ça, c'est effectivement quelque chose qu'on met en avant depuis 5 ans. Ça fait 2 ans qu'on accélère. La loi Pacte nous a permis de faire des contrats 100% à SCPI. Spirica nous a permis de le faire. Évidemment, on s'est engouffré dans la brèche. Et désormais, on a une sélection d'une dizaine de FCPR qui sont accessibles jusqu'à 100% au sein de nos contrats. Et puis, c'est vrai qu'il y a une demande, il y a un engouement des investisseurs pour le non-coté. Absolument. En fait, je pense que c'est né de 2 phénomènes. Le fonds euro, c'est plus l'alpha et l'oméga comme on avait pu connaître il y a 10 ans, même si nous, on considère encore que ça a du sens et on n'est pas anti-fonds euro. Et puis, effectivement, dans un univers de taux bas, proposer à l'investisseur une classe d'actifs, je parle de l'immobilier ou du private equity, qui donne encore un peu de rendement avec une certaine lisibilité. Et puis par les temps qui courent, quand il y a un peu de volatilité, sans avoir l'inquiétude de devoir faire du SAV avec des lignes à moins 30%, ça a du sens. Oui, c'est bien. Quand on a préparé cette interview, vous me disiez, un de nos gros chantiers, c'est le digital. Et là encore, c'est vrai que c'est un chantier qui concerne toute l'industrie financière. Oui. Avec une différence, si vous me permettez 2 secondes d'immodestie, c'est que ça fait 4 ans que les choses fonctionnent. D'accord, c'est ça. Vraiment, pour de vrai, qu'on peut vraiment le faire avec une signature électronique. Depuis 2020, les taux d'utilisation par nos clients CGP ont totalement explosé. On imagine bien pourquoi. Et évidemment, c'est resté, parce que des bonnes habitudes ont été prises. En préparant l'émission, j'ai demandé justement aux équipes de me donner les quelques chiffres. D'accord. Sur l'année 2021, et là, on a exactement la même tendance sur 2022, 70% des souscriptions, 70%, sont faites sur notre module de souscription en ligne avec signature électronique. C'est la même chose sur les arbitrages, on est à 70%, donc c'est vraiment massif. Et sur les versements libres, on est un tout petit peu en dessous, on est à 60%, mais avec un taux de progression qui est extrêmement fort, donc on va arriver sur les mêmes chiffres. 70%, vous pensez que vous êtes arrivé, qu'il y aura toujours une part qui ne passera pas par le digital, ou vous dites on a vocation à aller plus loin? Les deux, mon capitaine. C'est-à-dire que oui, il y aura toujours des réfractaires et il y aura toujours un investisseur qui préférera signer à la plume doigt ou avec son sang, je ne sais pas. En revanche, on voit effectivement que ça augmente. Et puis un autre phénomène qui va, je pense, faciliter les choses, c'est qu'on a faciliter les choses sur la signature électronique et on est encore en train de le faire avec les nouveautés qu'on est en train d'apporter. Donc oui, j'ai bon espoir que ce taux progresse encore. Des nouveautés sur lesquelles on reviendra à une autre occasion. Merci Jérôme d'avoir été avec nous. Merci Frédéric. À bientôt.